Je vais présenter aujourd'hui une présentation qui m'a été confiée. C'est à quoi sert l'hémogramme pour diagnostiquer un déficit immunitaire. Au début, j'y ai pensé, je me suis dit, waouh, une numération, c'est juste un problème de lymphocytes. C'est que les lymphocytes qui vont orienter le diagnostic d'un déficit immunitaire, mais non. Quand j'ai lu un peu, j'ai refait une bibliothèque sur les déficits immunitaires, on voit que l'hémogramme sert à beaucoup de choses pour orienter pas mal de maladies de déficit immunitaire, et c'est qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça a été dit comme quoi les déficits immunitaires primitifs, c'est un nombre de maladies, c'est hétérogène. C'est plusieurs maladies génétiques rares qui touchent d'abord l'immunité adaptative et au innée. Et jusqu'à ce jour, on a 350 à 400 pathologies différentes selon la classification internationale de l'Union internationale des sociétés d'hématologie, surtout après l'évolution et les progrès de la biologie moléculaire. Et la plupart des pathologies, maintenant, le gène il est identifié. Elle peut toucher tout âge, le nouveau-né, les enfants d'un certain âge, et puis même chez l'adulte, on peut faire le diagnostic d'un déficit immunitaire. Vous savez tous que la symptomatologie clinique, c'est surtout des infections sévères ou récidivantes. Eh bien, les germes, ils sont très particuliers, c'est des germes atypiques et opportunistes. On peut avoir même des manifestations auto-immunes associées, des cancers, des manifestations allergiques, et quelquefois des syndromes complexes avec atteinte multi-organique. Maintenant, pour le diagnostic, c'est le plus important parce qu'une fois le diagnostic il est fait à temps, donc la prise en charge des malades va être adéquate et on va sauver les patients et même limiter des complications très graves et mortelles. D'abord, il y a la partie clinique où on a un examen clinique qui doit être bien fait et puis un interrogatoire parce que trouver même un cas dans la famille d'un déficit immunitaire, ça facilite le diagnostic de ces pathologies. Et puis on a des bilans de première intention où le myélogramme en fait partie, l'hémogramme en fait partie avec les dosages des immunoglobulines et les sérologies post-vaccinales. Ces examens de première intention peuvent parfois poser le diagnostic de déficit immunitaire, parfois l'orienter pour aller faire d'autres examens de deuxième intention afin d'identifier l'anomalie moléculaire ou le gène responsable de ce déficit immunitaire. Je ne vais pas vous dire comment on va faire un hémogramme, ça c'est basique, mais j'insiste sur le fait qu'on est confronté à faire des prélèvements capillaires. Comme la plupart de la population, c'est des nourrissons, c'est des nouveau-nés, et on sait qu'on est confronté à des prélèvements, la plupart des cas, ils sont coagulés, et donc c'est le prélèvement capillaire qui va nous sauver, mais juste j'insiste sur l'interprétation. L'interprétation numérique des valeurs des prélèvements capillaires n'a rien à voir avec l'interprétation par rapport au prélèvement veineux. Il y a un changement de valeur numérique. Par exemple, pour la lignée rouge, il y a une différence de 5%. Et là, comme on est intéressé pour... Ça ne marche pas le... Bon. Si, donc, pardon. Donc, voilà. Comme on est intéressé par rapport aux globules blancs, les globules blancs des prélèvements veineux, des capillaires, ils sont supérieurs à 20% des globules blancs des prélèvements veineux. Donc, il faut faire attention par rapport au prélèvement avant de dire que le patient a une cytopénie ou il a une hyperleucocytose. Donc, quand est-ce qu'on peut évoquer un déficit immunitaire sur les anomalies soulevées sur l'hémogramme? Au début, on va dire que tout ce qui est cytopénie, essentiellement la lymphopénie et la neutropénie, ils peuvent orienter vers un déficit immunitaire, mais même une thrombopénie, une anémie peuvent orienter vers un déficit immunitaire. Aussi, une hyperleucocytose comme la polynucléose, l'eosinophilie, il peut orienter vers un déficit immunitaire et également une hyperlymphocytose, sachant qu'une numération normale n'élimine pas ce diagnostic. D'abord, quels sont les déficits immunitaires soulevés par rapport à une neutropénie? Quand est-ce qu'on va dire que si on a une neutropénie, ce malade peut présenter un déficit immunitaire? Je commence par quelques définitions. Une neutropénie, il est définie par un taux inférieur à 1 giga par litre chez l'enfant de 2 à 12 mois, inférieur à 1,50 gigalitres au-delà de 1 an,
Elle est sévère quand le taux est moins de 0,5 gigalitres, ça définit une agranulocytose. Et la neutropénie aussi peut être chronique quand il dépasse 3 mois. Cette neutropénie chronique, elle peut être permanente, elle peut être intermittente avec période de normalisation sans intervalle régulier, et elle peut être cyclique lorsque la neutropénie survient à intervalles réguliers avec des cycles de 16 à 28 jours. Donc, le premier diagnostic à évoquer si on a une neutropénie, c'est la neutropénie congénitale sévère qui est due à un défaut de prolifération granulocytaire. C'est toujours des maladies, bien sûr, génétiques, et l'anomalie génétique, c'est la mutation du gène ELAN, qui est normalement responsable de la production d'une protéine qui est l'élastase, qui va être, dans ce cas, déficitaire. Et donc, on aura un arrêt de maturation de la lignée granulocytaire. Et donc, sur la numération, on va soulever une neutropénie sévère à moins de 0,2 giga par litre associée à une eosinophilie, monocytose, anémie, thrombocytose. La plupart des anomalies de l'hémogramme sont dues à une inflammation, mais toujours il faut interpréter les anomalies biologiques par rapport à la clinique. Chez ces patients, on va trouver qu'ils représentent des manifestations infectieuses, bactériennes et fongiques profondes. Donc, devant cette neutropénie, on est obligé d'aller faire un myélogramme pour vérifier la moelle. Généralement, on trouve qu'il s'agit d'une maturation granulocytaire, mais qui va s'arrêter au stade de promyélocyte et myélocyte avec une absence de cellules matures. Le deuxième diagnostic, qui est moins sévère, c'est la neutropénie cyclique. Généralement, elles sont diagnostiquées chez les enfants et les jeunes adultes. Elles ont la même origine mutationnelle, c'est la mutation du gène LA2, avec les patients qui présentent des histoires de fièvre récurrentes, des stomatites, essentiellement des aftes. Et puis, sur l'NFS, c'est des patients chez qui on va trouver une neutropénie avec un taux de globules blancs moins de 0,5 gigalitres, mais c'est une neutropénie qui dure 3 à 10 jours, toutes les 3 semaines. Et puis, on aura des numérations quelquefois où le taux de PNL il est correct avec des taux qui sont quand même qui restent incomplètement normal. Sur la moelle, on a la même chose que la neutropénie sévère, mais là, c'est avec des phases où on a une lignée qui est normale. On trouve un dépeuplement granulocytaire, une augmentation des granules jaunes et une normalisation passagère de la lignée. Parfois, la neutropénie peut être cadrée dans un syndrome, c'est-à-dire on va trouver chez le patient des signes qui sont hématologiques et des signes extra-hématologiques avec des malformations, des retards staturopondérales. Le premier syndrome à évoquer chez ces patients, c'est le syndrome de Kostman, et il est défini par une apoptose des précurseurs promyélocytaires et myélocytes. Elles vont être détruites, ces cellules en intramédullaire. Elle est due aussi à une mutation du gène HAX1. Et sur la numération, on trouve comme quoi il y a une neutropénie très très sévère à moins de 0,2 gigalitres avec eosinophilie, monocytose. Et toujours le myélogramme, il va montrer qu'il y a une maturation granulocytaire, toujours au stade de promyélocyte et myélocyte, avec absence de cellules matures. Donc dès qu'on va chercher sur un myélogramme et on ne va pas trouver de PNN, ça fait quand même évoquer un déficit immunitaire. Il faut le signaler aux cliniciens. D'autres syndromes, il y a le syndrome de Schwarzman-Diamond, c'est le syndrome le plus fréquent. D'ailleurs, sur le registre français, c'est le 1/4 des cas des neutropénies liés au déficit immunitaire. Et elle apparaît dès les premières années de vie avec infections répétées, retard de croissance, anomalie du squelette, stéatorée, parfois diabète. Chez ces patients, on a un trait qui est constant, c'est qu'on a une insuffisance pancréatique associée à ce qu'on va trouver sur l'hémogramme. Et sur la NFS, on a une neutropénie modérée intermittente associée à une anémie et une thrombopénie. Il y a un syndrome de WHIM, c'est le White Hypoglobulinemia Immunodéficiency et myélocatexis. C'est un dysfonctionnement de la voie de signalisation cellulaire. Ça veut dire qu'on a un problème au niveau des récepteurs aux chymokines qui est représenté par le récepteur CXCR4. Et donc, on aura un trouble de migration des PNN au niveau du sang. Donc, toutes les cellules, tous les PNN vont rester en intramédullaire et vont subir une apoptose en intramédullaire.
Et bien sûr, sur la numération, ça va être une neutropénie très sévère, mais c'est la moelle qui est intéressante, où on va trouver une hyperplasie granuleuse. Pardon. On va trouver une hyperplasie granuleuse au profit des formes matures, avec une anomalie morphologique qui est très, très caractéristique. C'est des lobes nucléaires séparés par des longs filaments fins, parfois une hypersegmentation des PNN et parfois également une vacuolisation des cytoplasmes. Et c'est ce qu'on appelle la myélocathexis. C'est ce qu'on voit sur l'image. Donc, des PNN bilobés liés à un fin filament. Donc, là, c'est des PNN hypersegmentés et puis parfois associés à une vacuolisation. Donc, trouver cet aspect sur la morphologie médulaire, il faut quand même penser à une dégénérescence cellulaire qui est due à une destruction cellulaire en intramédulaire. Et il faut aller alerter le clinicien. Qu'est-ce qu'il présente comme signe clinique? Et peut-être c'est un déficit immunitaire. Je crois que la dernière pathologie liée à la neutropénie, c'est la maladie de Chidiac-Higashi qui est très rare, où on a un albinisme oculocutané partiel avec des signes neurologiques. Elle est due à une mutation du gène LIST, qui est le lysosomal trafectine régulateur. Et donc, si on a un déficit, ça veut dire que les protéines cytotoxiques ou cytolytiques, elles vont rester au niveau des lysosomes et elles vont donner cet aspect de structure très, très géante au niveau surtout des leucocytes, PNN, PNB et PNE, et même au niveau des plaquettes. Et sur la numération, on trouve une cytopénie touchant au moins 2 lignées avec une neutropénie à moins de gigalitres, un taux d'hémoglobine à moins de 9. Et donc, c'est le frottis sanguin qui est caractéristique. Et vous voyez là, c'est des PNN avec des granulations qui sont très, très denses. Et ça, donc, dès qu'on voit cet aspect, on est sûr que c'est une maladie de Chidiac-Higashi. Maintenant, est-ce que le DIP il peut être évoqué sur une numération? Et là, on évoque une anomalie fonctionnelle. Donc, on a parlé de tout ce qui est anomalie quantitative. Est-ce que les maladies qualitatives des PNN peuvent être évoquées sur une numération? Oui. Donc, le premier diagnostic à évoquer, c'est le déficit en molécules d'adhésion leucocytaire, le LAD1, qui est responsable d'une mutation dans le gène, qui est due à une mutation dans le gène ITGB2. Cette mutation va entraîner un déficit d'expression de CD18. Et quand on a un déficit de CD18, ça veut dire qu'on a un déficit au niveau de tout ce qui est molécules d'adhérence. Donc, il n'y a pas d'adhésion des PNN au niveau des tissus, surtout la famille des bêta-intégrines. Et donc, comme conséquence, on aura une anomalie d'adhérence des PNN et donc une anomalie de migration des PNN au niveau tissulaire. Ce qui va être normalement traduit sur l'hémogramme avec une hyperleucocytose, 5 à 20 fois plus les valeurs de référence. Et cliniquement, il a une caractéristique clinique, après Mme Mehsen va me confirmer, que c'est après la naissance, essentiellement, qu'on aura un retard de chute de cordon avec une infection, une emphalite et des infections récidivantes. Ça va nous intéresser beaucoup parce que c'est dans le laboratoire qu'on réalise beaucoup de coloration MPO. C'est des patients qui présentent un déficit en myéloperoxydase. Là aussi, c'est mutationnel, c'est dû à une mutation de gène MPO. Et on sait que la myéloperoxydase, c'est une enzyme qui normalement joue un rôle de destruction des bactéries, des cellules étrangères. Chez ces patients, ils n'ont plus de MPO, de la myéloperoxydase. Généralement, elle est asymptomatique, mais les patients présentent des discrètes infections, surtout pharyngiques. Et donc, le diagnostic est purement hématologique, soit il y a quand même, on peut faire le diagnostic sur des automates, mais c'est des automates spéciaux, c'est des automates Siemens Advea. Parce que sur l'automate Advea, on peut voir la nuage de la MPO, c'est ce qu'on va voir là, on voit en rose. Mais une fois chez ces patients, vous voyez qu'il y a un espace vide, il n'y a plus de MPO. Parfois, c'est la cytométrie, parce qu'on a des marqueurs MPO, donc là, sur le scatégramme de MPO, on ne voit rien là, parce que si la MPO il est positif, normalement, on doit voir un nuage de cellules sur le scatégramme.
Mais le plus simple à réaliser, c'est la coloration de MPO. Et là, sur une PNN, on voit la non-prise de la coloration MPO. Vous voyez qu'il reste un PNN sans MPO. Normalement, la MPO doit être coloration verte. Et puis, en dernier, c'est les déficits en granulation spécifique, qui est une étiologie qui est très rare, mais ça cause des infections essentiellement, infections respiratoires et cutanées. Elle est due à une mutation d'un facteur qui est le facteur de transcription, le CEBP. Et donc, dès qu'on a cette mutation, on aura un déficit normalement un déficit en granulation spécifique qui est normalement produite au cours de la granulopoèse. Et donc, au niveau des lysosomes, on n'aura plus de protéines qui normalement interviennent dans la bactéricidée, essentiellement la lactoferrine, la gélatinase. Et vous voyez qu'à l'aide d'un frottis sanguin, on peut dire qu'on est très probablement face à des anomalies fonctionnelles des PNN. Vous voyez qu'on est devant des PNN où le cytoplasme est vide et parfois elles sont associées à une anomalie de noyau et avec un noyau de type Pilger. On peut faire aussi le diagnostic par cytométrie. Vous voyez qu'il y a une nuage de cellules qui manque chez le patient. Et même avec un microscope électronique où on a les granulations, les lysosomes qui sont vides en granulation. Est-ce que les anomalies des eosinaux peuvent orienter aussi vers un DIP? Oui, c'est surtout quand on a une augmentation de taux des eosinophiles et s'encadrer dans un syndrome qu'on appelle le syndrome d'hyper-IgE. C'est des patients qui présentent beaucoup d'anomalies, surtout des manifestations immunitaires, soit une atopie cutanée, soit des allergies alimentaires. Et généralement, c'est des patients qui présentent également un taux des eosinaux qui est très augmenté et on ne sait pas quel est le mécanisme. Mais c'est des patients chez qui on trouve une sécrétion très importante de l'interleukine 5, parce que l'interleukine 5, il fait augmenter la production et aussi la survie des eosinophiles. Donc, il y a plusieurs syndromes sous le grand syndrome qui est l'hyper-IgE. Le plus fréquent, c'est le syndrome de Job-Backley qui correspond à une immunodéficience primaire rare, mais chez les patients, on trouve des infections et ça s'ajoute tout ce qui est dermatose chronique, eczématiforme. Sur la numération, on a un taux de globules blancs ou de PNN qui est normal ou diminué, mais on a une eosinophilie qui dépasse 0,7 giga par litre. On trouve aussi une mutation du gène STAT3. Cette mutation, elle fait augmenter ou intensifier la sécrétion des immunoglobulines E. Et donc, si on fait le dosage des IgE, on trouve qu'elle dépasse 2000 unités par millilitre. Deuxième syndrome, c'est le syndrome de DOC8. C'est à peu près la même chose. Donc, on a des lésions allergiques et infectieuses associées, mais le taux des eosinophiles, il est très augmenté, il dépasse 1 giga par litre. Et là, le dosage des immunoglobulines, il est intéressant parce qu'on a les IgE qui sont augmentés, mais on a les IgM qui sont vraiment faibles, voire indétectables. Donc, c'est la différence entre le premier syndrome et le deuxième. Le fameux syndrome de Wiskott-Aldrich, donc là, on a reçu pas mal de cas pour la recherche de ce syndrome au sein de notre laboratoire. C'est un syndrome qui est complexe et sévère, de transmission liée à l'X, et il est dû à des mutations de gène WAS. Ce gène il est responsable de la production de certaines cellules, les plaquettes et lymphocytes, et même sur la fonction des quelques lymphocytes T. Et donc, si on a ce syndrome, on est face à des enfants qui présentent des infections graves, eczéma sévère, réaction auto-immune. Mais la particularité de ce syndrome, c'est qu'il s'associe donc 80% à un syndrome hémorragique. Et il faut savoir que 21% de ces patients, elles décèdent suite à des hémorragies qui sont vraiment graves. Donc, sur la numération, on aura une thrombopénie, mais la particularité du diagnostic, c'est que c'est des plaquettes de petite taille avec un volume moyen plaquettaire de 3,8 à 5 femtolitres, associé bien sûr à une eosinophilie. Et c'est le frottis sanguin qui est caractéristique et on doit chercher des plaquettes de petite taille. Trouver des plaquettes de petite taille avec un patient qui présente des infections, il faut revoir les eosinaux. Peut-être ça peut être un syndrome de Wiskott-Aldrich.
Maintenant, pour les lymphocytes, c'est plus facile. C'est quand on a plus une lymphopénie qu'on va évoquer le diagnostic d'un déficit immunitaire primitif. Mais il faut se référer aussi sur l'interprétation, c'est quelle technique, c'est quel âge. Chez le nourrisson, une lymphopénie est définie à moins de 3000. On évoque un déficit essentiellement cellulaire, immunité dépendante des lymphocytes T. Il faut se méfier aussi quand on a des lymphopénies qui peuvent être occultées par les lymphocytes maternels circulants chez l'enfant, et c'est la cytométrie qui peut aider à faire la part des choses. Normalement, devant une lymphopénie, il faut évoquer les diagnostics les plus fréquents, c'est les SCID, les déficits immunitaires combinés sévères. Et là, elles sont classées selon les lymphocytes atteints. Donc là, c'est le rôle de la cytométrie en flux. Généralement, on a une diminution de lymphocytes T qui peut être associée à une diminution de lymphocytes B ou des lymphocytes B normaux ou une diminution des lymphocytes NK. C'est l'urgence. Elle est révélée les premiers jours de vie avec infection inhabituelle et sont bien sûr diagnostiquées chez l'enfant avec des formes frustes à l'âge adulte. Et sur la numération, on n'a que les lymphopénies qui sont une lymphopénie qui est très profonde. Donc là, c'est la cytométrie qui peut orienter et aider au diagnostic exact de ces formes. Et à la fin, je veux dire aussi qu'avec un frottis sanguin et une numération normale, on peut faire aussi le diagnostic d'une asplénie congénitale, qui est une pathologie très rare. On a des infections bactériennes profondes. Et sur le diagnostic, vous voyez qu'est-ce qu'on a? On a des globules rouges avec de corps de Joly. Donc, trouver des corps de Joly chez ces patients ça oriente vers une asplénie, parce que normalement, tout ce qui est débris nucléaires, il est éliminé par la rate. Et si on n'a pas de rate, donc ces débris nucléaires restent au niveau cellulaire sous forme de corps de Joly. Donc, en conclusion, le diagnostic et l'orientation précoce des patients atteints de DIP permettent d'améliorer la prise en charge et le pronostic de ces pathologies. Donc, j'insiste sur le fait que l'hémogramme peut être très informatif pour poser ce diagnostic. Et je vous remercie.